pour continuer, la loi lui donne droit. Et on impose, et dès qu'il est prêt, on continue. Et tout ça là est consigné dans le procès verbal, l'heure à laquelle la pause lui a été accordée, l'heure à laquelle c'est repris. Maître Arthur Ballet, est-ce que dans les droits de la défense, lorsque vous assistez comme ça des mises en cause devant un officier de police judiciaire, est-ce que vous avez la latitude, par exemple, vous faites des observations, je ne sais peut-être pas lesquelles, des fois on voit comme ça, je ramène toujours à des images qu'on voit au cinéma, ouais, dans des films policiers. Est-ce que l'avocat, ou bien c'est juste des images de fiction, a le droit réellement, par exemple, de refuser à son client de répondre à telle ou telle question qu'il estime pas pertinente pour l'interrogatoire en question? Bon, merci bien. Disons qu'il y a entre ce qui est théorique et ce qui est pratique un monde. Du point de vue de la théorie, la présence de l'avocat a une finalité. Et c'est par rapport à cette finalité qui n'est pas inscrite dans les textes que l'on doit pouvoir apprécier l'intervention de l'avocat aux côtés de mise en cause. Lorsque vous prenez par exemple une personne qui sort d'un espace confiné et que vous voulez l'interroger, que vous commencez, le temps passe, et vous lui demandez en tant qu'officier de police judiciaire, bon, il veut continuer ou bien il veut retourner dans l'espace là. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Si ça sent de l'urine, si ça sent des sels, il va vous dire qu'il continue. Mais il n'est pas dans les bonnes dispositions pour donner une version ou pour répondre à des questions en homme libre. Bon, nous, avocats aux côtés de ces personnes-là, nous ne venons pas pour entraver l'instruction. Donc, a priori, nous n'avons pas un travail nous n'entravons pas. Nous nous maintenons dans la posture. Est-ce qu'on peut entrevoir votre présence comme l'assurance, la garantie, la caution légale à donner au cours légal du déroulement de l'interrogatoire ou de cette phase de la procédure? C'est bien ça. Parce que nous ne sommes pas directeurs de la procédure. C'est bien la police judiciaire qui conduit son travail. Nous ne sommes pas censés l'entraver. Mais sur la régularité, nous pouvons intervenir. Alors, quand vous dites par exemple, non, il ne répondra pas à la question. Quand vous le dites, c'est une déclaration de guerre face à l'officier de police judiciaire. Vous pouvez le dire, bien sûr. Mais, écoutez, il y a le mis en cause, qui est une personne, et il y a vous qui est une autre. Moi, je dirais, par exemple, plus aisément, il ne répond pas à la question si, une fois, deux fois, vous lui avez posé la même question, sous d'autres mots, et qu'il a donné la même réponse deux fois. Si vous l'avez posé une troisième fois, je peux me dire, mais non, ça rentre dans le domaine c'est comme si vous étiez en train de commencer par lui taper sur le système. Ça peut rentrer dans un acte de torture. Ça peut commencer comme ça. Alors, mais la posture des OPJ à l'égard de l'avocat, c'est souvent la posture de ceux qui considèrent que on veut les empêcher d'évoluer. Et ils nous prennent comme ça, plus souvent à tort. Monsieur Serge Prince-Agboudi, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, comme l'a annoncé le commissaire, on va évoluer très vite pour quitter l'étape de la police judiciaire avancée sur toute la chaîne au niveau judiciaire, de l'appareil judiciaire? Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, effectivement, ils sont loin derrière nous, 7 ans où, au niveau de nos commissariats, gendarmerie, police, gendarmerie, on réussit à extorquer la vérité ou bon, des déclarations à des mises en cause sous l'effet de la pression ou de la torture, toutes choses qui peuvent être utilisées à charge contre ces personnes-là dans la suite de la procédure? Merci, je voudrais vous remercier. Je trouve déjà
dans la question une réponse dans le sens que nous sommes à la phase de la vulgarisation du test. Et donc, beaucoup de téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment risquent d'être très surpris de cette beauté de la procédure, si on le dit ainsi, beauté de la procédure, lorsque je vois le commissaire dire, ben, même si l'intéressé demande, je suis fatigué, et dans la procédure, on le laisse se reposer, tout ça, beaucoup de téléspectateurs vont se demander si on est au Bénin. On imagine les commissariats de police comme des lieux angéliques. La réponse, c'est entre la théorie et la pratique, c'est pas la même chose. C'est pour ça que moi j'admire cette émission, parce que cette émission permet aujourd'hui d'entendre d'un commissaire qui gère la procédure ce qui devait être fait. Sinon, dans la pratique, tous les spectateurs savent très bien que ça ne se passe pas comme ça. Alors, ça ne se passe pas comme ça parce que tout l'environnement est fait comme si, lorsque on t'interpelle sur une question, tu n'as même plus de présomption d'innocence, tu n'as rien. C'est comme si tu es déjà accusé. C'est comme ça se passe. Et arrivé là-bas, tu es en face des personnes qui sont comme des dieux, des demi-dieux pour toi, et tu écoutes ou ils te malmènent. Mais heureusement que les tests que nous avons aujourd'hui commencent à ouvrir pour qu'on puisse avoir des éléments qui permettent aux citoyens de s'en sortir. Notamment le code de procédure pénale qui existe. Et on l'a déjà dit une fois au cours d'une émission que si les procédures ne sont pas respectées, mais ça annule. Si les enquêtes, les règles de principe de droit de l'homme ne sont pas respectées à l'enquête préliminaire, on peut annuler toute la procédure. Ça, c'est une conséquence fondamentale. Et je crois que... On peut annuler comment? Quel va être le recours? Le recours, c'est si simple. Lorsque l'avocat qui a assisté ou l'avocat qui découvre le dossier au niveau du parquet constate qu'on n'a pas systématiquement permis à cet intéressé d'exercer ses droits tels que l'appel d'un avocat, sa famille qui n'a pas été informée, si on peut démontrer au juge que ça a été fait ainsi, eh bien, la procédure est annulée. Vous reprenez, même si c'était un vrai voleur ou même si les infractions étaient réelles. Donc, au moins, ces éléments-là permettent aujourd'hui de montrer aux citoyens qu'ils ont encore des recours. Ensuite, les officiers de police judiciaire aujourd'hui savent que la mesure est légale et savent qu'on peut, et dans le code de procédure c'est permis, on peut engager leur responsabilité devant la chambre d'accusation pour les fautes commises dans la procédure. À partir du moment où ils savent qu'on peut les punir, il y a une certaine amélioration. Mais c'est important d'en parler lorsque nous sommes sur des plateaux comme ça pour montrer aux citoyens qu'ils ont des droits et que l'officier de police judiciaire qui est dans une enquête n'est pas le demi-dieu qui va faire tout ce qui va se passer, qui va les obliger à faire tout ce qu'ils veulent. C'est important de le dire pour permettre aux citoyens de s'en sortir. Mais sinon, je dirais que, bon, on est en chemin. Ce n'est pas parfaitement la vérité. Vous allez au fin fond du Bénin, l'officier de police judiciaire ou le commissaire sait bien ce que je dis, ils sont tout puissants. Et puis, lorsqu'ils t'interpellent, eh ben, c'est un peu la réalité sur le terrain. Parlons de recours, justement, oui, toutefois, il était important que je rappelle, lorsqu'on a donné la mission de l'autorité de la lutte contre la corruption, un élément fondamental. L'élément, c'est de dire que, et moi je trouve personnellement que ça paraît être, à mon avis, une petite insuffisance de la loi. Lorsque la loi dit à l'article 5 que l'autorité dénonce au procureur de la République les faits, il dénonce au procureur de la République. Donc, l'autorité a plus ou moins les mêmes droits que les citoyens que nous sommes. Alors que nous savons, et peut-être qu'on va demander au parquet comment ça se passe, nous savons que le parquet, étant sous la coupole du ministère de la Justice, étant des agents directement de l'État, a ce qu'on appelle le principe de l'autorité de la poursuite, Donc, le procureur peut à des moments donnés, lorsqu'on lui dénonce un fait, se refuser de faire la procédure. Même si aujourd'hui il y a des règles, citation directe, où le saisit le juge, le président du tribunal pour avancer, cette force qu'on n'a pas donnée
à l'autorité de pouvoir obliger le procureur à pouvoir aller au fond, parce que l'autorité est composée pas d'une personne, des cadres, même un magistrat. Donc un magistrat qui amène un dossier au niveau du procureur, si on lui donne simplement le droit de dénoncer et que le procureur est encore dans sa plénitude de fonctionner, je crois que c'est une faiblesse. Évoquée par M. Serge Prince-Abodjan est, à votre avis, une faiblesse au niveau de la loi de lutte contre la corruption? Merci. Par rapport justement aux missions pour moi, ce n'est pas une faiblesse, parce qu'il faut remonter déjà à l'organisation judiciaire. Alors, si vous allez obliger le procureur à poursuivre comment? Par quel mécanisme? On pourrait obliger un procureur à poursuivre, alors que dans le même temps, il lui est reconnu, comme il l'a dit, si bien dit, la loi lui reconnaît l'opportunité de la poursuite. Le procureur, c'est lui le poursuivant. C'est vrai qu'il est dans un lien de subordination hiérarchique avec le garde des Sceaux, comme il a si bien dit, mais c'est lui le poursuivant à l'entame. Et s'il estime que les faits sont constitutifs d'infraction, il est obligé. Dans le cas inverse où il peut arrêter la procédure à ce niveau, pour surmonter ce que M. Serge Prince-Abodjan désigne comme une faiblesse, quelle sorte de recours, est-ce qu'il y a de recours possibles lorsque par exemple le procureur décide d'interrompre cette procédure pour quand même essayer d'aller au-delà? Bon, s'il interrompt la procédure, ça veut dire qu'il l'interrompt dès le départ. Oui. Dès le départ. Il a dit, la loi a prescrit qu'on peut passer par la voie de la citation directe pour saisir directement le juge de jugement. Première chose. Deuxième chose, le procureur de la République a des supérieurs hiérarchiques. Je vous ai dit que nous sommes dans un lien de subordination hiérarchique. Le procureur de la République est sous l'autorité et le contrôle du procureur général. Le procureur général est sous l'autorité et le contrôle du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Alors, s'il estime que le procureur de la République a fait une mauvaise appréciation des faits, il va au palier supérieur. Il saisit le procureur général qui peut enjoindre maintenant au procureur de la République d'avoir à poursuivre. Instruction écrite, il est tenu d'exécuter. Très bien. Maître Tubalin a envie d'opiner sur la question. Oui. C'est précisément pour dire que le succès d'une démarche dépend également de la forme. Et que si l'on veut se plaindre contre des personnes qui seraient, à votre avis, ensemble à commettre une infraction, la loi nous donne ici de nous adresser précisément à l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Parce que cette autorité est composée de personnes qui ont la compétence pour justement chercher, rechercher et trouver ce qui permet, lorsque c'est envoyé au procureur, de considérer que ça va tenir la route. Parce qu'il peut y avoir des maladresses, par exemple, exactement. Des plaintes formulées par des citoyens lambda qui ne s'y connaissent pas. Exactement. Et quand M. Abodjan parlait de nullité de la procédure, j'ai eu envie de dire quelque chose qui n'a pas été dit. Savoir que lorsque vous avez un avocat à vos côtés et qu'il suit l'instruction devant les officiers de police judiciaire, sa tâche est également de rappeler à l'OPJ ce qui est régulier lorsqu'il voit que ce n'est pas régulier. Et quand l'OPJ ne l'accepte pas, parce qu'il y en a qui ne l'acceptent pas, donc nous avons tactiquement l'habitude de nous taire et de considérer que bon, on note chaque fois et ça nous facilite d'annuler la procédure par la suite. Donc quand il faut dire à tous les OPJ que quand nous voulons collaborer, c'est dans l'intérêt qu'il n'y ait pas de bavure. Mais si on nous empêche de collaborer parce que vous avez le droit de nous dire non, vous ne voulez pas nous écouter, on n'a qu'à suivre seulement, ok, on note. L'intérêt aussi, c'est peut-être de jouer sur le temps de la justice. Parce que mieux on respecte la procédure, je dis en amont,
mieux ça vaut pour, je ne vais pas dire la rapidité ou l'expédition d'un dossier ou d'un cas, mais la régularité d'un cas, et pour ne pas aller s'entasser encore dans des dossiers qui croupissent. Pour pouvoir vite s'en sortir. Je voudrais finir parce que le commissaire n'a pas forcément été interpellé, représentant l'institution policière, mais par rapport justement au recours, est-ce que vous estimez, vous trouvez aujourd'hui suffisamment normal? Est-ce que vous l'avez intégré? Est-ce que j'aime pas trop le mot, vos troupes ont intégré l'idée que un citoyen, un justiciable peut rester en justice contre eux lorsque par exemple ils estiment être victimes d'abus de la part d'officiers de police judiciaire ou de policiers, même voire de faits de corruption? Est-ce que vous n'allez pas bloquer? Comment ça peut se passer? Est-ce qu'on peut se plaindre à vous, par exemple, d'abus de vos agents? Et comment ça peut se passer? Oui, on est dans une république, et comme on le dit souvent, là, personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Et comme le procureur général vient de le dire, lorsque quelqu'un est lésé, estime être lésé dans une procédure, comme le bâtonnier l'a dit également, c'est son droit de faire des observations et devant le juge ou devant le procureur d'évoquer cela pour la nullité. Ça, c'est leur droit. Mais quand on l'officier de police judiciaire... Je peux évoquer un cas très concret. Quand l'officier de police judiciaire, la loi est très claire, l'article 24 et l'article 264 sont prévus pour sanctionner l'officier de police judiciaire qui ne se conformerait pas aux dispositions du code. Moi, je veux aller plus loin. J'allais me demander à mes amis d'en face, par rapport à ces différents cas, je ne sais pas si ils peuvent donner un cas où devant une procédure, devant un dossier, devant l'assistance à un client, ils ont été victimes. Moi, je peux au contraire vous dire, par exemple aujourd'hui, il y a une plainte que nous avons reçue où on estime que la personne est vraiment victime, lésée. Il fallait interpeller l'auteur. On l'a interpellé. On l'a envoyé plusieurs fois à la convocation, on n'a pas répondu.